sommaire de cette édition, au Nigeria, le mystère persiste autour de l'arrestation dimanche dernier de Nnamdi Kanu. Son avocat a évoqué son passage au Kenya, une piste kenyane qui désormais se confirme. Les forces de défense du Tigré sont ovationnées à leur passage à Mekele, capitale régionale du Tigré. Ces soldats restés fidèles au TPLF sont vus comme des libérateurs. Et puis lorsque vient le crépuscule, les vendeurs du plus grand marché de Kampala, la capitale ougandaise, se préparent à passer une énième nuit couchée entre les étals de fruits et légumes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. À 2 jours de la date limite pour se constituer prisonnier, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a demandé ce vendredi à la Cour constitutionnelle qui l'a condamné à de la prison ferme pour outrage de revenir purement et simplement sur sa décision. Âgé de 79 ans, Jacob Zuma a été condamné mardi dernier à 15 mois de prison par la plus haute juridiction du pays pour avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Cette décision, qualifiée d'historique, ne peut pas faire l'objet d'un appel. Le jugement prévoit que si Jacob Zuma ne se rend pas de lui-même dans un commissariat d'ici dimanche, demain donc, la police vienne l'arrêter pour le conduire en prison où il purgera sa peine. L'ancien chef d'État sud-africain a également demandé à un tribunal du KwaZulu-Natal où il réside une suspension de ce délai. Au Nigeria, le mystère persiste autour de l'arrestation dimanche dernier de Nnamdi Kanu. On ignorait jusqu'ici le lieu de l'interpellation du dirigeant séparatiste pro-Biafra, même si son avocat a évoqué son passage au Kenya, une piste kenyane qui désormais se confirme. C'est à l'aéroport de Jomo Kenyatta à Nairobi que Nnamdi Kanu aurait été arrêté. D'après son frère, Kingsley Kanuta Kanu, le dirigeant séparatiste aurait même été enlevé par des hommes inconnus et ramené de force au Nigeria. Un enlèvement qu'il a qualifié de transfert extrajudiciaire, en violation du droit international. D'autant plus qu'aucune demande d'extradition n'a été faite auprès des autorités pour le transfert du leader indépendantiste vers Abuja. Je lui ai parlé il y a quelques jours. Il a dit qu'il était au Kenya, a expliqué Kingsley Kanuta Kanu. Après, nous avons essayé de le joindre, mais il ne répondait plus au téléphone ces derniers jours. On s'inquiétait, on se demandait ce qui se passait. Plus tard, nous avons appris qu'il avait été attrapé par des gens. Je ne sais par qui, mais il a été kidnappé au Kenya. Ensuite, ils l'ont emmené au Nigeria et présenté à la justice. Après, nous avons su que ce qui s'est passé était prévu, que c'était arrangé entre les autorités là-bas et le gouvernement nigérien. Ses proches ont aussi du mal à comprendre pourquoi le Nigeria l'a arrêté alors que Kanu voyageait avec un passeport britannique. Certains pointent la responsabilité des autorités kenyanes qui auraient fermé les yeux sur son arrestation. Incarcéré depuis mardi, Kanu attend son procès pour terrorisme le 26 juillet prochain. Ses proches ont d'ores et déjà appelé à mettre fin à sa détention illégale et se disent inquiets du sort qui lui est réservé en prison. Elles sont les héros du moment au Tigré. Les forces de défense du Tigré sont ovationnées à leur passage à Mekele, capitale régionale du Tigré. Ces soldats restés fidèles au TPLF sont vus comme des libérateurs. L'IS, dans les rues de Mekele, capitale du Tigré, est reprise par les rebelles. Chantant, dansant, brandissant le drapeau tigréen rouge et jaune, les habitants ont célébré l'arrivée des combattants des forces de défense du Tigré, TDF. Ces forces loyales aux anciennes autorités régionales, issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, sont entrées lundi dans la ville, désertées durant la journée par les fonctionnaires et les troupes du gouvernement fédéral. Le gouvernement d'Addis Abeba, qui a envoyé l'armée au Tigré en novembre pour capturer les dirigeants du TPLF, a déclaré dans la soirée un cessez-le-feu unilatéral. Massés le long des rues, bondés et résonnant du son des klaxons, des voitures et des motos, les habitants ont accueilli les rebelles arrivant à pied ou en camion, certains leur tendant la main pour les toucher. La foule a porté en triomphe des combattants et combattantes des TDF. Les femmes embrassaient leurs hommes de retour.
Cette atmosphère festive a rompu avec l'ambiance pesante de la ville sous l'armée fédérale, où un strict couvre-feu avait plongé dans le silence ces rues habituellement animées. Tout le monde est dehors, tout le monde est excité. Il y a de la musique dans les rues, déclaré à l'AFP un habitant de Mekele, alors que les premiers combattants des TDF arrivaient. Tout le monde a sorti ses drapeaux. Je ne sais pas comment ils les ont eus, mais tout le monde a des feux d'artifice. Après la prise de Mekele, les TDF ont poursuivi leur progression dans cette région, la plus septentrionale de l'Éthiopie, affirmant vouloir en chasser tous ses ennemis, les soldats fédéraux et leurs alliés, les forces de sécurité de la région voisine de l'Amara et l'armée de l'Érythrée, pays frontalier du Tigré. Ce journal se poursuit. L'Afrique du Sud et le Royaume-Uni ont critiqué ce jeudi la violente répression des manifestations contre la monarchie en Eswatini. Le gouvernement, de son côté, a accusé les éléments étrangers et des terroristes de semer le trouble. La dernière monarchie absolue d'Afrique, anciennement appelée Swaziland, est secouée depuis quelques semaines par des heurts entre policiers et manifestants. Plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines blessées, selon les militantes pro-démocratie. L'accès à Internet est limité depuis mardi. Le gouvernement a instauré un couvre-feu et déployé l'armée officiellement pour protéger les infrastructures nationales sensibles et faire appliquer les mesures contre le Covid, a déclaré dans un communiqué le Premier ministre Themba Masuku. Jeudi, à Mbabane, les commerces et les banques étaient fermés, les stations-service à court d'essence, selon un correspondant de l'agence France-Presse. Des files de personnes tentant de se réapprovisionner s'allongeaient devant les supermarchés. Dans la journée, quelques coups de feu ont retenti. Le ministre britannique pour l'Afrique, James Duddridge, a déclaré sur Twitter que l'escalade de la violence, y compris les pillages, est profondément préoccupante. La veille, les États-Unis ont demandé aux autorités de faire preuve de retenue. La protestation qui couvait depuis des semaines est montée en puissance lundi. Ces derniers jours, des centaines de jeunes en colère ont pillé et brûlé des magasins. Ces actes ne sont pas le fait des Swatiniens, mais de terroristes et de voyous, a argué à la radio nationale le Premier ministre, demandant aux habitants du pays de ne pas se laisser duper par des éléments étrangers. Selon des militants pro-démocratie, en début de semaine, au moins 8 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d'affrontements avec la police. Mais le bilan pourrait être plus élevé, selon le secrétaire général du Front démocratique uni du Swaziland, Wandile Doudlou. Plus de 40 cadavres ont été déposés devant plusieurs morgues. Le gouvernement n'a pas encore reçu de rapport officiel sur les décès présumés, mais une enquête sera menée, a assuré Masuku. L'Afrique du Sud, puissance régionale dont dépend ce pays enclavé pour son approvisionnement, a exhorté les forces de sécurité à faire preuve d'une retenue totale et à préserver les vies et les biens. Toujours dans le souci de limiter la propagation du coronavirus, les autorités tunisiennes ont placé la capitale Tunis en confinement partiel, interdisant les rassemblements alors que le nombre de nouveaux cas et de décès a atteint un niveau record dans le pays. Les cafés et restaurants ne pourront plus servir en terrasse après 16 heures, mais seulement à emporter, et le couvre-feu est prolongé de 20h à 5h. Les fêtes publiques, manifestations sportives et culturelles ou encore les prières collectives sont interdites jusqu'au 14 juillet dans les 4 régions composant le Grand Tunis ainsi que dans les villes balnéaires de Sousse et Monastir à l'est. Le couvre-feu a été prolongé de 20h à 5h, tandis que les cafés et restaurants ne pourront plus servir qu'en terrasse ou à emporter selon les décisions des gouverneurs mises en ligne tard mercredi. Ces décisions s'ajoutent au confinement total décidé le 20 juin dans 4 régions de l'intérieur du pays particulièrement touchées par la pandémie, les gouvernorats de Béja au nord-ouest, Siliana, Zangouan au nord et Kairouan au centre. L'armée a dû intervenir dans certaines zones en raison du manque de respect de ces restrictions en place jusqu'au 11 juillet dans ces régions où les hôpitaux ne parviennent plus à accueillir les patients en détresse respiratoire. La Tunisie a enregistré un nombre record de nouveaux décès selon le dernier bilan quotidien avec 116 morts au 29 juin, portant le bilan à 14 959 décès et un record de 5 921 nouveaux cas, soit 420 103 cas depuis mars 2020.
Actuellement, 584 personnes sont en réanimation selon le communiqué du ministère de la Santé. Le pays n'a vacciné que 1,8 million de personnes sur 12 millions d'habitants, dont 549 000 avec 2 doses, essentiellement par manque de doses. Et puis, lorsque vient le crépuscule, les vendeurs du plus grand marché de Kampala, la capitale ougandaise, se préparent à passer une énième nuit longue et froide, couchés entre les étals de fruits et légumes. Ils ont interdiction de rentrer chez eux. En vertu d'un confinement de 42 jours annoncé le 18 juin dernier pour lutter contre une propagation record des cas de coronavirus, les commerçants du marché de Nakasero ont été autorisés à continuer leur activité, mais à condition d'y rester jour et nuit. Le gouvernement a distribué des moustiquaires, de l'eau potable et du savon à quelques 600 vendeurs confinés dans les allées exiguës du marché. Le confort est une denrée rare et l'espace un luxe dans cet endroit qui n'a été ni conçu ni équipé pour un tel usage. La nuit venue, les plus privilégiés parviennent à trouver un coin à eux entre les montagnes de produits frais et les cages à poules. L'air est moite et rance, mais ceux-là au moins ont un toit au-dessus de leur tête. Les moins chanceux sont contraints de dormir à l'air libre, recroquevillés sur plusieurs couches de carton ou de toiles de chute, tandis que la température chute à mesure que la nuit s'installe dans cette ville située à plus de 1000 mètres d'altitude. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, jusqu'ici relativement épargné par la pandémie, les cas de Covid-19 ont bondi de moins de quelques centaines par jour, fin mai à plus de 1700 à la mi-juin. Face au rebond du virus, le président Yoweri Museveni a annoncé mi-juin que les hôpitaux étaient pleins, incapables de faire face à l'afflux de nouveaux patients. Il a interdit tous les transports publics et privés et imposé dans ce pays de 45 millions d'habitants un couvre-feu strict en plus d'un confinement de 6 semaines. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.